Je vais tenter de répondre le plus synthétiquement possible aux différentes interventions et surtout parler d'avenir, puisque, je ne vous le cache pas, l'objet de cette plénière, au-delà d'avoir une photographie instant T sur les trois dernières années de gestion de la collectivité départementale, il s'agit pour nous de parler d'avenir. D'ailleurs, M. Coquelet, vous parlez de la méthodologie de la nouvelle équipe. Pardon, mais la méthodologie de l'opposition laisse un tout petit peu à poser un certain nombre de questions. Alors, je sais que vous avez été bonne école avec votre maire, M. Jamet. En matière de politique politicienne, il en connaît un rayon, mais ne pas entendre... Oui, non, mais enfin, Meurant, c'est lui dont je parle. Si je devais résumer la position de la nouvelle majorité départementale par rapport aux audits, c'est... Mais au fond, avant même d'avoir démarré, on sait déjà qu'on va dans le mur alors qu'on a encore eu le temps de rien faire, ce qui déjà pose un tout petit peu question sur, d'une part, le bilan qu'on nous laisse, et d'autre part, l'environnement des finances publiques que le gouvernement est en train de bâtir autour de nous. Et bien sûr, c'est un environnement de pénurie. Et il faut le rendre, ça, au groupe communiste qui, avec nous, pour le coup, peut-être pas pour les mêmes raisons, mais au moins avec nous, pointe du doigt la baisse des dotations de l'État. Et de l'autre côté, qu'entends-je dans votre groupe, en tout cas, Monsieur Coquelet, tout va très bien, merci. Tout va très bien, merci. 85,4 millions d'euros d'épargne brute en 2011, 54,9 millions d'euros en 2014, juste 30 millions d'euros dans les chaussettes en 3 ans, alors même que la baisse des dotations de l'État n'a pas encore démarré, et que la CVAE, justement, on l'a démontré tout à l'heure, est dynamique, mais tout va bien, merci. 10 millions d'euros d'augmentation des dépenses de fonctionnement sur la même période, mais tout va bien, merci. Plus 14 millions d'euros de la dette sur la même période, mais tout va bien, merci. 30 millions d'euros de chute de l'épargne brute. Le thermomètre d'une collectivité locale, le thermomètre d'une collectivité territoriale, c'est l'épargne brute. 30 millions d'euros. 30 millions d'euros sur 3 ans, ça fait 30 000 euros par jour. Ça veut dire que sous la gestion de M. Destin, entre 2011 et 2014, la collectivité perdait 30 000 euros de marge de manœuvre par jour. Le chiffre, il est têtu. Alors, pardon, je ne voulais pas démarrer par ça, mais plutôt que de dire « dont acte, la situation est comme ça, dont acte, les dotations de l'État diminuent, dont acte, il faut faire des économies, et même, et je remercie M. Kettel, voici nos propositions sur lesquelles on veut travailler, et le président de recours d'ailleurs l'a fait également », vous dites « tout va bien, merci ». Mais que dirait-on d'une entreprise qui perdrait 30 000 euros de marge de manœuvre par jour? On dirait qu'elle est bien gérée. Donc, moi, je veux bien tout ce qu'on veut, mais je ne veux pas mentir aux Euroises et aux Eurois. La situation, elle est claire. Il y a un mur devant nous en 2017. L'effet de ciseaux, il est certain. Alors après, bien sûr, j'y reviendrai, on peut commencer à ergoter sur le caractère un tout petit peu pessimiste de l'audit. Enfin, pardon, si à 5 ans, un audit nous avait dit il y a des gels de dotations de l'État, mais jamais l'État n'oserait diminuer les dotations de l'État. Si un audit, il y a 5 ans, nous avait dit, mais vous n'y pensez pas, jamais le législateur penserait enlever la CVAE en recettes du département. On aurait dit, mais vous n'y pensez pas, c'est trop pessimiste. Pourtant, c'est ce que le gouvernement que vous soutenez est en train de faire. On sabre les recettes des collectivités de manière brutale, et Jean-Paul Legendre l'a rappelé, c'est sans précédent. Alors, je ne conteste pas moi-même ce qu'a pu dire certains membres de ma famille politique sur la nécessité de faire des économies, la nécessité de bien évidemment lutter contre les dépenses publiques, parce que les dépenses publiques doivent avant tout s'appuyer sur la création de richesses et que malheureusement, en période de crise économique depuis plusieurs années, il faut savoir rationaliser nos dépenses publiques, mais il y a quand même une réalité. Non, tout ne va pas bien. Non, avant même de poser mes fesses dans ce fauteuil, je sais déjà que j'ai un problème. Et c'est pas à cause de nous. Pardon de le dire. C'est avant tout à cause du gouvernement qui procède de la sorte, et c'était également, pardonnez-moi, par la faute de mon prédécesseur. Voilà, je pense quand même qu'il faut juste poser le cadre. Et je ne peux pas entendre dire que tout va bien, merci. Alors, sur ce qui a pu être dit, l'image de M. Lepeinteur est la bonne. La question, c'est, on a la cabine, on a l'aéronef département de l'Eure en pleine dépressurisation. Donc, il faut tirer sur le manche. Pardon, mais là, moi, j'ai quand même aussi une question pour ceux qui étaient conseillers départementaux de la majorité. Pourquoi personne n'a tiré sur le manche depuis 2011 ? Si ce n'est peut-être pour un échéancier électoral. Je pose la question. Personne n'a tiré sur le manche depuis 2011. Maintenant, il faut tirer sur le manche. Le problème, c'est que la montagne face à nous est encore plus importante qu'elle ne l'était en 2011.
Parce que baisse des dotations de l'État, je n'y reviens pas. Parce que CVAE, je n'y reviens pas. Mais aussi parce que augmentation sans précédent du RSA. Je vous ai souvent donné le chiffre de 75 millions d'euros pour cet exercice budgétaire. Il se trouve qu'on est plus près de 77 ou 79 millions d'euros pour l'exercice budgétaire en cours. On pourrait rajouter également un certain nombre d'augmentations de dépenses sociales liées à l'APA. Donc non seulement on tire sur le manche trop tard pour redresser l'avion, et en plus la montagne a grandi. Voilà. C'est juste la situation à l'instant T. Alors après, on peut dire qu'on est d'accord, pas d'accord, on peut faire de la grande politique nationale, mais j'y reviendrai dans un instant sur ce qu'a dit M. Levitre, mais il y a une réalité, c'est je suis dans le cockpit de cet avion avec les 30 conseillers départementaux de la majorité, et on a une montagne face à nous. Et ça, c'est pas discutable. Alors, sur ce qui a pu être dit, je reviens point par point, car je ne veux pas me dérober sur les points techniques qui ont pu être soulevés par l'ensemble des conseillers départementaux et des collègues ici présents. Monsieur Recourt, oui, on peut se satisfaire que les impôts n'aient été augmentés qu'une seule fois et que ce ne soit que la mutation, que les droits de mutation et la fiscalité indirecte. Le président Legendre vous a répondu, je n'y reviens pas. Pareil, on peut se réjouir que la CVAE ait été dynamique. Mais enfin, pardon, le fait que la CVAE soit dynamique, c'est pas tout à fait grâce à nous dans cet hémicycle. C'est quand même aussi avant tout grâce aux chefs d'entreprise qui ont le courage d'investir et de créer une dynamique économique. Donc, malheureusement, nous ferons aussi avec la CVAE qu'on nous donnera dans les mois qui viennent. Et c'est les aléas que vous citez. Je vous rejoins bien volontiers sur le fait que de toute façon, il faudra que nous soyons adaptables en permanence pour nous adapter aux mauvaises nouvelles, mais aussi aux bonnes nouvelles, car le président de la République a annoncé que la croissance reviendrait, donc ça veut dire que la CVAE augmentera et qu'on peut probablement parier, si le même gouvernement ne nous enlève pas la moitié de cette CVAE en produits de recettes, sur des rentrées nouvelles, mais je demande à voir. Sur le tableau noir et les quelques chiffres qui peuvent évoluer. Pardon, mais Pascal Lehongre, un excellent vice-président en charge des finances, l'a rappelé. Le 100 millions d'euros d'investissement dont on nous a rabattu les oreilles pendant toute la campagne électorale, et je m'en rappelle très bien Jean-Louis Destan me le dire sur le plateau de France 3 Normandie pendant la campagne. Quand on commence à gratter un peu, on s'aperçoit que c'était déjà pas 100 millions d'euros. On est plus près de 90 millions d'euros que de 100. Donc, moi, ce que je vous propose, commissaire aux finances présent dans cet hémicycle, c'est de bâtir un budget le plus sincère possible, le plus juste possible. Et évitons justement ces effets d'annonce, parce que 100, ça fait un chiffre tout rond. Non, 100, c'est pas 90. On est à 10 millions près. Donc 100, ce n'est pas 90. Sur le chiffre de 80, c'est ce que l'audit nous propose. Oui, là aussi, ne feignons pas de découvrir que la baisse des dotations de l'État peut entraîner une panne de l'investissement, une crise de la commande publique et au passage une crise pour l'ensemble des entreprises qui travaillent pour nous. Oui, ne feignons pas de découvrir qu'à un moment donné, peut-être que l'investissement devra diminuer pendant cette mandature. Je ne le souhaite pas. Je ne le veux pas. Je ferai tout pour. Mais comme l'a dit Daniel Jubert, on n'augmentera pas les impôts. Et par voie de conséquence, il n'est pas non plus question de creuser l'endettement. Donc, effectivement, puisque l'épargne brute chute depuis 2011 et que personne n'a tiré sur le manche, fondamentalement, ça peut avoir un impact sur l'investissement et malheureusement sur la seule collectivité dans ce département qui a une force de frappe en matière d'investissement absolument colossale, même si bien sûr toutes les communes mis bout à bout ont une force de frappe supérieure. Mais en tout cas, nous on le sait très très bien, entre les routes, les collèges, etc., que nous sommes absolument déterminants. Le SDIS, j'y reviendrai en conseil d'administration du SDIS. Le colonel que je salue, directeur départemental du SDIS, fait des efforts avec l'ensemble de ses équipes, officiers, sous-officiers, hommes du rang, personnel civil, pour justement produire des économies. Le SDIS se prépare aussi à générer des efforts. On doit le faire dans la plus grande transparence. Et je pense d'ailleurs, mon colonel, qu'on devra créer une commission ad hoc au sein du conseil d'administration du SDIS pour associer l'ensemble des non-conseillers départementaux et du collège des élus pour justement créer beaucoup de transparence, puisqu'il n'est bien sûr pas question de renier sur les questions de sécurité du personnel ou de nos concitoyens. Cela va sans dire. Mais on l'a dit, un schéma de mutualisation entre le SDIS et le département est en cours. Oui, faut-il une direction des finances au SDIS et une direction des finances au département? Je ne le crois pas. Faut-il une direction de la commande publique au département et une direction de la commande publique au SDIS? Je ne le crois pas. Pareil pour les RH, mais j'y reviendrai dans un instant. Moi, je le redis sur le côté tableau noir, je renfonce encore le clou, mais Monsieur Recourt, quand vous dites que votre optimisme vous conduit à penser que l'État compensera à l'euro près les dépenses que nous allons faire. Mais j'ai juste une question.
Pourquoi l'augmentation de l'enveloppe du RSA n'est déjà pas compensée? Pourquoi, alors que c'est une obligation constitutionnelle, puisque c'est écrit dans la Constitution que chaque dépense transférée aux collectivités locales doit faire l'objet d'une compensation, pourquoi l'État, mais d'ailleurs sous le gouvernement Sarkozy, et encore plus vrai maintenant sur le gouvernement de Manuel Valls, pourquoi nous ne sommes pas compensés? Eh bien, j'y reviendrai lors de la plénière dédiée au RSA, mais j'ai saisi le Conseil constitutionnel avec mon collègue Éric Ciotti, président du département des Alpes-Maritimes, pour justement soulever la question de la constitutionnalité de cette non-compensation. Mais là aussi, pourquoi M. Destin, député, président du Conseil général de l'Eure, a lui-même fait cette question prioritaire de constitutionnalité en le dénonçant, mais sans jamais communiquer dessus? On ne peut pas d'un côté voter les lois et le projet de loi de finances en tant que député à l'Assemblée nationale, et puis de l'autre côté, une fois rentré à Évreux avec sa petite voiture, faire une QPC pour dénoncer le manque de transfert. Moi, j'aime bien quand la main droite n'ignore pas, comme le dit très bien M. Bonamy, la main gauche. Donc, c'est bien qu'il l'ait fait, Président, mais on aurait aimé qu'il le fasse à visage découvert. On aurait aimé plus de transparence aussi là-dessus, et j'espère que le juge constitutionnel saura nous entendre. Être évolutif, je vous l'ai dit. Faire des économies, je vous l'ai dit. 50% de transfert de route aux EPCI, je ne sais pas si ce sera 50%. Je rappelle que le principe d'un audit, c'est de ne pas se substituer aux élus, puisque c'est vous tous ici qui êtes souverains dans ces choix-là, et qu'il faudra travailler là-dessus en commission. Mais je partage ce qu'a dit le président Kettel. C'est pas parce qu'on met un panneau RD sur une route qu'elle a le service et la qualité d'une route départementale. Donc là aussi, essayons de ne pas être hypocrites, et j'y reviendrai sur les bus. Monsieur Levitre, le problème, c'est que vous m'êtes affreusement sympathique. Ce qui me pose une véritable difficulté, puisque, bien sûr, je ne suis pas en accord avec vos options politiques nationales, mais c'est ce qui forge le respect entre nous. C'est André Malraux, entre eux et nous, donc eux c'est vous, nous c'est nous. Il n'y a presque rien, disait-il. Alors, tout est dans le presque, et là on y est, ouais, voyez-vous, monsieur Levitre. Oui, vous avez raison d'une certaine manière, le problème est global, il ne faut pas le nier. Et c'est tout le problème de nos débats. C'est qu'à la fois, moi je suis autorité territoriale, pouvoir adjudicateur, et c'est moi qui signe le budget du département, donc je suis bel et bien responsable local d'un problème local, mais qui bien évidemment trouve ses difficultés aussi et avant tout dans un problème national. Une bonne ou une mauvaise décision européenne ou nationale a un impact sur la CVAE. Une bonne ou une mauvaise décision à l'échelon national a un impact sur la pauvreté, donc l'augmentation du RSA. Une bonne ou une mauvaise décision dans le PLF. Et d'ailleurs, des parlementaires sont ici présents. Je sais que Franck Gillard est très sensibilisé sur le sujet dans la loi de finances. Moi, je serai et je mettrai une pression d'enfer aux parlementaires de l'heure, y compris messieurs Destin et l'oncle, pour qu'ils se battent pour que la CVAE, que la moitié de la part de CVAE n'aille pas à la région. Parce que, moi, on y reviendra sur la plénière RSA, mais je ne veux pas de double discours. RSA, dépenses dynamiques, CVAE, recettes dynamiques. Si on nous prive d'une moitié de notre recette dynamique, je ne sais pas comment je paye la dépense dynamique. Donc il ne faudra pas venir pleurer avec vos écharpes le jour où on ne pourra plus payer le RSA. Je le dis, parce que c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. La réalité, c'est que ce gouvernement a voulu égorger les départements qui n'en ont pas eu le courage et qu'il préfère nous étouffer. On a changé de technique. Mais c'est toute la réalité de ce qui est en train de se produire. Et j'aimerais juste que l'ensemble des élus, de droite comme de gauche, aient conscience de ce qui est en train de se produire. Donc, monsieur Levitre, je ne suis pas d'accord avec tout ce que vous avez dit. Je suis néanmoins d'accord avec une intuition, c'est que le problème, malheureusement, est devenu global. Et ça, on ne peut pas vous donner tort là-dessus, même si... Mais vous n'aviez peut-être que 5 minutes, c'est pour ça, monsieur Levitre, que vous n'avez pas eu le temps de donner vos pistes d'économie, vos mesures opérationnelles, et me dire que si vous étiez à ma place, ce que vous auriez fait. Mais ça, j'imagine que ça sera pour les 5 prochaines minutes d'une prochaine plénière. Mais j'aimerais que les électeurs vous donnent un peu plus d'élus, mais je n'y suis pour rien. Monsieur Courel, monsieur Coquelet, bon, je vous ai répondu, monsieur Coquelet, sur la méthodologie datée, enfin, je suis désolé... je ne la trouve pas si datée que ça. Allez donc boire un café avec le président Legendre, qui a présidé le groupe Heure Avenir pendant 14 ans, et il vous dira ce que c'est qu'une gestion datée, d'une méthodologie datée, avec une gouvernance datée. Moi, je ne suis pas là pour acheter les uns ou les autres avec un café à la buvette pour une subvention avec un abribus pour faire taire un de mes opposants. Moi, j'ai la clarté de dire les choses telles que je les pense. La réalité... Pardon ?
Oui, mais il ne vous paiera pas votre abrébus pour Val-de-Reuil, monsieur Coquelet. C'est la différence avec la période d'avant. Blague à part, monsieur Courel, vous listez plein de points, une fois de plus, fidèle à vous-même. Vous connaissez bien l'institution, vous en avez été le vice-président. Je serais malhonnête si je disais que vous ne connaissez pas l'institution et que vous n'avez pas exercé en plus vos fonctions avec même du cœur, parce que vous êtes un élu engagé ici, mais vous faites preuve de précision sur le constat, donc jusqu'à relever la casquette préfectorale de mon voisin de gauche, en malmenant un tout petit peu, mais avec gentillesse et votre sourire éternel, le cabinet d'audit sur le reporting des ressentis. Vous allez même jusqu'au contenu des politiques menées par l'excellente DDEAT, et je tiens à le dire pour pas qu'il y ait de malentendus, mais il n'y a pas la même précision sur les mesures d'économie. Il n'y a pas la même précision sur les solutions. Il n'y a toujours pas d'explication, ce pourquoi vous, en tant que vice-président avec le président d'Estaing, vous n'avez pas tiré sur le manche pour éviter que l'avion ne se prenne la montagne. Il n'y a toujours pas d'explication sur mes 30 000 € d'épargne brute qui partent en fumée chaque jour pendant 3 ans. C'est là-dessus que j'aurais aimé vous entendre, parce que moi, ça m'intéresse. Le citoyen que j'étais, puis le maire de Vernon, puis maintenant le président de département que je suis, ça m'intéresse, moi, de savoir pourquoi on a 30 000 € dans les chaussettes tous les jours depuis 3 ans. Donc ça, c'est quelque chose d'important sur lequel je n'ai entendu personne. Bien, monsieur Kettel. Alors, malheureusement, si je dis du bien de vous, on va encore nous reprocher d'être, vous et moi, trop intelligents pour se parler. Donc, on va essayer d'être complètement idiots et de quand même se chamailler un peu. Pareil, monsieur Kettel, je vous aime bien, c'est un peu comme monsieur Levitre. On se demande pourquoi monsieur d'Estaing ne vous a pas écouté plus tôt. Parce que tout ce que vous dites là, c'est ni de droite ni de gauche. C'est juste plein de bon sens. Alors après, ça pose des questions. Ça suscitera des débats aimables avec mon voisin de droite. Ça pose des questions aussi sur qui fait quoi. Ça pose des questions, mes chers collègues, car c'est d'actualité, de CDCI, sur la taille critique de nos intercommunalités. Ah oui, quand on a une grande intercommunalité, c'est plus facile de reprendre des routes que si on est tout petit. Ça fait partie des choses que j'ai déjà dit en CDCI et que j'aime à rappeler ici. Et c'est ce que j'explique à certains de mes collègues qui bordent la vallée de la Seine et le Vexin en ce moment. Moi, ce que je vous propose, je crois que vous êtes commissaire aux finances, je crois qu'en tant que président de pays et maire, vous menez déjà un certain nombre de dispositifs. J'ai cru entendre parler d'insertion dans les politiques de contractualisation. Je crois que vous êtes le seul territoire à vous être lancé concrètement et pleinement là-dedans jusqu'à présent. D'ailleurs, je vous en félicite. Voilà, moi je ne vous propose qu'une chose, c'est de mettre à la moulinette, avec le vice-président Lehongre et le président Recourt, l'ensemble de ces idées, sans vous garantir qu'elles seront toutes reprises, mais en vous disant que bien volontiers, on les étudiera. Et j'y reviendrai d'ailleurs dans un instant, vous verrez sur le phénomène bus vide que j'ai des choses à dire. Voilà, pour répondre à l'ensemble des interventions, je vous ai dit que je voulais parler d'avenir, mais je ne voulais quand même pas non plus laisser dire un certain nombre de choses et que tout de même, les gens qui nous ont fait l'amitié de venir dans le public, la presse, est quand même en tête un certain nombre de faits parce qu'ils sont têtus et les chiffres sont têtus. Je souhaite maintenant vous dire quelles sont les pistes d'économie, pas les mesures, mais les pistes d'économie sur lesquelles les services, avec l'ensemble des vice-présidents du département et de la majorité départementale, ont travaillé ces derniers jours, puisque, comme vous le savez, nous sommes en période de conférence budgétaire, avant la conclusion d'un budget. Alors, l'audit, tout à l'heure, l'a dit, on va suivre ces préconisations, puisque, monsieur le président Lehongre, nous voterons le budget au premier trimestre 2016, ce qui va nous laisser le temps de prendre nos marques, d'organiser les conférences budgétaires, et monsieur Courel, pour vous rassurer, bien sûr, la nécessaire concertation avec, d'une part, les services, mais d'autre part aussi les élus. 10 pistes d'économie pour lesquelles je vous demanderai tout à l'heure, mais c'est M. Duché qui le fera en tant que président du groupe majoritaire, d'avoir votre confiance pour pouvoir les mettre en application de manière technique et pratique lors des conférences budgétaires. Première mesure. Alors, je crois qu'elle s'affiche sur l'écran en même temps. Réduire de 15% les frais généraux de la collectivité. Alors, ce sont des choses que nous avons déjà démarrées, puisque je considère qu'il faut montrer l'exemple et que les élus doivent montrer l'exemple. C'est bien sûr l'excellent repas qui va nous être servi dans maintenant 10 minutes à peu près, j'espère pas beaucoup plus, car j'ai faim, pour lequel, bien sûr, on demande une tarification aux conseillers départementaux. C'est bien sûr le train de vie de l'ensemble de la collectivité. Vous savez qu'on a un certain nombre de frais d'affranchissement qui
paraissent aujourd'hui absolument colossaux. Certains services s'écrivent entre eux par la poste, donc c'est bien pour faire travailler la poste, mais je pense qu'à l'heure du mail, on peut trouver quelques effets de rationalisation. Les fournitures, la dématérialisation, autant de chantiers qui, je veux bien le reconnaître, avaient commencé sous le mandat de mon prédécesseur, mais pour lequel, très franchement, on ne va pas aussi vite au regard de la situation financière de la collectivité. Deuxième piste d'économie, réduire la flotte de véhicules. 421 véhicules légers aujourd'hui sont actuellement en la possession du département. Ils sont d'utilisation très inégale. Certains agents ont même parfois plusieurs véhicules, ne me demandez pas pourquoi, donc on a quand même des efforts de rationalisation importants à faire. Il faut contrôler les dépenses de carburant, 1,3 million d'euros par an, voilà une marge d'économie extrêmement importante sur lesquelles aujourd'hui peu de contrôles en tout cas sont engagés. Recadrer les conditions d'utilisation des véhicules de service. Je rappelle que les seules voitures de fonction au sein de la collectivité départementale, c'est le véhicule du directeur général des services, mon véhicule et le véhicule des directeurs généraux adjoints. Et d'ailleurs, les conseillers départementaux, membres de la commission permanente, le savent très bien, puisque j'ai demandé à ce que les véhicules de fonction fassent l'objet d'une délibération qui protège juridiquement l'utilisation du véhicule de fonction, et donc, pour la direction départementale des finances publiques, entraîne un avantage en nature dans les revenus de ceux qui en bénéficient. Donc que les choses aussi soient dites publiquement, ce n'a pas toujours été le cas avant, mais pour le véhicule de fonction acheté sous le mandat de mon prédécesseur, je dois m'acquitter comme quelque chose comme 300 € par mois d'avantage en nature. Ce n'était pas fait avant, mais c'est ma contribution logique au budget de l'État. Un avantage en nature, pour un patron de société, on ne le loupe pas. Il n'y a pas de raison qu'il en soit différemment pour le président de notre collectivité. Optimiser les poules de véhicules dans chaque service, rationaliser les déplacements. Là-dessus, nous nous fixons un objectif de 20% d'économie. Troisième piste, stabiliser les dépenses de personnel. On l'a vu tout à l'heure, on en a discuté. Remplacement des départs à la retraite en fonction de l'évaluation des besoins et en investissement sur la formation. Gestion dynamique des ressources humaines. Améliorer l'efficacité dans les services. Meilleure organisation, plus de transversalité, plus de mutualisation. Je vais vous résumer ça en une phrase auquel moi je suis très sensible. Je considère qu'il faut mieux payer nos agents et qu'il y en ait moins. Et c'est quelque chose que j'assume complètement. Je suis affolé de certains salaires dans cette collectivité. Il y a des gens qui sont très très mal rémunérés, qui font pourtant un travail absolument remarquable. Et aujourd'hui, au regard de nos contraintes, on ne peut pas les gratifier via le régime indemnitaire, IAT et autres. Donc moi, je me fixe comme objectif réel, c'est moins d'agents, mieux organisés, en tout cas mieux placés dans les services, mais mieux rémunérés. Quatrième piste, mutualiser les services supports. J'en ai parlé à l'instant. C'est la mutualisation avec le partage des ressources, des marchés publics, des finances, des ressources humaines entre le conseil départemental et ses centres de gestion externes, le SDIS bien sûr, mais aussi Heures Numérique, Heures Tourisme et les bailleurs sociaux. Génération des groupements de commandes interdépartementaux. Je tiens à vous annoncer, on n'a pas encore communiqué sur le sujet, que nous venons de faire un marché commun pour les collèges de l'Eure, les collèges de la Seine-Maritime, le département de l'Eure, le département de la Seine-Maritime. Je ne sais plus s'il y a les SDIS également, monsieur le directeur général, je crois que non, pour un marché d'électricité qui nous a permis de réaliser pratiquement, monsieur Longre, presque 500 000. Allez-y, faites-vous plaisir, monsieur Long, parce que vous avez bien négocié ça. Allez-y, annoncez-le. Le travail des services a été excellent et c'est pratiquement plus de 400 000 € par an et environ 1,2 million d'euros sur 3 ans. Donc ça, j'ai pas attendu ce matin pour vous en parler. Merci, monsieur, pour le faire, pardonnez-moi. Merci, monsieur Le Hongre. Ça ne se faisait pas forcément beaucoup avant. Vous l'avez vu dans la presse, c'est l'objectif de ce G5 avec l'ensemble des présidents de départements normands. Tout ce que l'on peut mutualiser, mutualisons-le pour avoir des effets de seuil importants sur les groupements de commandes. 5. Réorganiser les centres de gestion externe du conseil départemental. C'est un travail qui est initié par le président d'Heures Expansion, le président de AD, le président d'Heures Tourisme, le président du CAUE, les présidents des bailleurs sociaux et moi-même en tant que président de l'EPCC de Giverny. La loi NOTRe passe par là. Certains de nos satellites ne seront peut-être plus tout à fait dans les clous de l'esprit de la loi NOTRe. On se doit également de faire des économies. On l'a bien vu dans l'audit, mais ça aussi, certains d'entre vous l'ont oublié. Quand on a une dizaine de budgets annexes et autant de satellites, il est facile de planquer la poussière. Et on sait très très bien que la poussière se situe dans certains satellites, mais nous aurons l'occasion d'y revenir, même si Madame Le Seigneur a eu l'occasion d'en toucher un mot. 6e piste, lutter contre la fraude sociale. Nous y consacrerons une session plénière extraordinaire le 5 octobre, dans le même format qu'aujourd'hui.
Bien évidemment, la fraude, c'est surtout la question du paiement et du contrôle des prestations au juste droit. Jamais à le répéter, parce que je ne veux pas être caricaturé. Quelqu'un qui touche le RSA alors qu'il n'y a pas le droit, c'est un scandale. Mais quelqu'un qui a le droit au RSA et qui n'arrive pas à se faire ouvrir ses droits, c'est tout aussi un scandale. Voilà. Et la position d'équilibre, elle est là. Et je pense qu'on peut tous se retrouver là-dessus, puisque c'est une question d'égalité républicaine, le paiement juste et droit. Néanmoins, aujourd'hui, peu de contrôles sont organisés et j'aurai l'occasion de vous détailler notre méthodologie le 5 octobre. Mise en place d'une unité de contrôle en lien avec la CAF et le parquet, là aussi nous en parlerons le 5 octobre. 7e piste, redéfinir le financement des transports. Monsieur Kettel, vous en avez parlé, c'est la préparation du passage de la compétence à la future région Normandie, c'est l'optimisation de marché de TVA et l'intéressement sur les délégations de services publics au regard de la loi NOTRe sur l'interurbain, c'est réinterroger la pertinence des lignes existantes, parce qu'effectivement, si on est honnête entre nous, bon nombre de nos concitoyens, en tout cas ça nous est arrivé avec Mme Delalande, il n'y a pas encore très longtemps à Vernon, sont venus nous enguirlander en disant « mais c'est quoi ces bus vides qui passent ?» Donc ça, il faut être en situation quand même de le justifier auprès de nos citoyens contribuables. Donc il y a un véritable travail de rationalisation à produire. Il faut renégocier les marchés avec les transporteurs et se poser aussi la question stratégique, Monsieur Kettel, de notre relation avec la région Normandie demain sur qui fait quoi, car je n'entends pas forcément être le délégataire de la compétence de la région pour en avoir que les ennuis sans les avantages de la souplesse et de la relation avec nos concitoyens. 8e piste, réformer la politique des collèges. Établir un nouveau plan pluriannuel d'investissement, j'ai eu l'occasion d'en parler dans le canton de Gérard Chéron et de Jocelyne de Thomasy lors de ma venue au collège de Broglie. La question de l'équilibre des territoires est importante. Je donne juste un chiffre. Plus de 4000 places vides dans les collèges de l'Eure, plus de 4000 places disponibles ou libres dans les collèges de l'Eure. Ça fait quelque chose comme 6 à 7 équivalents, 600 places de collèges en trop. Alors soyons clairs, je ne suis pas là pour fermer des collèges, je le dis tout de suite, mais avant de se poser des questions de sécateurs ou de bûcherons, il faut d'abord se poser des questions de rationalisation, de cartes scolaires, de circuits de transport de bus, autant de politiques qui doivent être menées loin de toute considération politicienne entre les cantons. Là aussi, j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir si ça intéresse certains d'entre vous. Refond la carte scolaire, je viens d'en parler. Travailler en bonne intelligence avec les départements voisins, bien sûr. Quand on a un collège pratiquement vide du côté de notre frontière et que de l'autre côté de la frontière, le collège est à saturation, très franchement, un petit ajustement de carte scolaire permet de régler le problème, en plus en diminuant les temps de trajet, autant de choses qui n'avaient pas lieu avant et que nous souhaitons mettre en œuvre. Responsabiliser davantage les établissements dans la gestion de leurs dotations avec une vigilance particulière sur les fonds de réserve. C'est comme pour les associations. Soutenir plein pot les politiques éducatives et culturelles des collèges, oui. Leur permettre de travailler et de fonctionner correctement, oui. Néanmoins, je sais que Benoît Gatinet y travaille beaucoup. Organiser des bas de laine, pour faire vite, ou fonds de réserve, ce n'est pas du tout l'objectif de la collectivité départementale et on devra se contrôler les choses avec beaucoup plus de célérité. 9e piste, analyser ligne par ligne les aides financières qui ne relèvent pas des compétences obligatoires du conseil départemental. Nous en avons parlé, M. Kettel y est revenu. Très formellement, je mandate la commission des finances, donc messieurs Recourt et Lehongre, pour mener un travail en lien avec chaque vice-président, avec chaque conseiller départemental, avec chaque directeur et chef de service de la collectivité, pour passer en revue toutes nos aides. J'ai le regret de vous dire que le saupoudrage dont nous faisons preuve depuis le début du mandat, là où je découvre moi personnellement nos systèmes d'aide, me font froid dans le dos. Voilà. Donc au bout d'un moment, là aussi il faut faire des choix, il faut les faire en connaissance de cause. Et l'axe que je vous fixe en tant que président du conseil départemental, c'est de revenir à nos compétences, rien que nos compétences et toutes nos compétences, puisque le législateur a choisi de nous supprimer la clause de compétence générale. Malheureusement ou heureusement, je n'en sais rien, c'est comme ça, il faut en prendre acte. Et donc de toute façon, n'attendons pas que le contrôle de légalité nous retoque certaines aides pour de nous-mêmes les démonter avec intelligence, concertation et calme. Et puis, je suis quand même sensible à ce qu'a dit Bruno Kettel sur la nécessité quand même parfois de demander. Alors, je sentais que ça suscitait un enthousiasme profond chez notre collègue de Gisors, mais de demander des
question sur les conditions de ressources, quand même, pour un certain nombre d'aides. J'y reviendrai longuement, mais le département n'est pas une banque. Et je crois que l'audit aussi l'a démontré. Le département n'est pas une banque, c'est une collectivité stratège qui doit mener ses politiques publiques, mais qui n'est pas là pour financer tout à tout bout de champ, pour permettre à certains maîtres d'ouvrage ou à certaines associations de boucler leur budget. 10e piste et la dernière, rationaliser le foncier non valorisé du département, ou vendre, lâchons le mot. Cette 10e piste s'agit avant tout de dresser un inventaire patrimonial précis, avec déjà 2 projets de cession que nous inscrirons, en tout cas, je le crois, Monsieur Longre, en recette dans le cadre du BP. C'est l'objectif que je donne. Je sais que tout le monde soupire, y compris le DGS, mais en tout cas, c'est la directive que je vous donne, celle d'inscrire la cession d'une part du centre de vacances d'Angoulins-sur-Mer. Je vous rassure de suite, des solutions palliatives pour les enfants sont envisagées, vous vous en doutez, mais le centre d'Angoulins-sur-Mer en Vendée, je crois, si ma mémoire est bonne, en Charente, nous n'avons plus les moyens de l'entretenir. Tout ça est un tout petit peu dépassé et on n'a même plus d'association de toute façon dedans qui la gère. Donc on doit là aussi se poser de bonnes questions. On n'est pas là pour entretenir les châteaux au bord de la mer. Donc à nous de nous poser aussi cette question fondamentale. Et bien sûr la question de l'IUFM d'Évreux. Et je tiens à saluer l'excellent dialogue que nous avons avec Guy Lefranc, maire d'Évreux, sur ce dossier, puisqu'il y a des élus d'Évreux dans la salle, en tant que conseillers départementaux. On sait très bien que la question de l'IUFM est aussi un projet urbain, une question d'urbanisme à part entière pour la ville d'Évreux, et sur lequel il faudra se pencher tranquillement. Pour cela, une méthode, parce que bien sûr c'est l'avantage des alternances politiques, c'est d'effacer le tableau blanc et faire un BBZ, un budget à base zéro, en repartant de nos compétences, rien que de nos compétences, et pardon de nos contraintes, même si certains élus aujourd'hui ont découvert qu'il y avait des contraintes financières, en s'interrogeant sur chaque euro dépensé, avec ce travail de synergie entre les services, les élus. Et je remercie une fois de plus les présidents de comités de communes ou d'agglos qui sont dans le public, parce que bien évidemment ce travail, nous aurons besoin de le faire avec vous, puisque l'avenir, bien sûr, c'est le couple département-intercommunalité, et que donc on doit être en capacité de travailler sur nos dispositifs d'aide en commun pour que nous puissions tenir collégialement le même discours vis-à-vis des communes. Voici donc les 10 pistes que je vous propose avec la méthodologie. Si vous en êtes d'accord, ça sera notre canevas de travail pour l'ensemble de l'exécutif départemental, pour nos mois à venir, pour la construction du BP 2016. Monsieur Duché, je crois, vous souhaitez déposer 2 vœux.